Bonjour à tous, voici une capsule vidéo pour corriger l'épisode 3 sur le chapitre 16 qui étudie l'aspect énergétique de phénomènes mécaniques. Nous avions vu que pour étudier un système, nous pouvions suivre l'évolution de l'énergie mécanique et l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. L'objectif de ce chapitre est de faire le lien entre la variation de ces énergies et le travail des différentes forces qui s'appliquent sur le système. Alors pour pouvoir faire le lien entre variation d'énergie et travail de force, il va falloir dissocier force conservative de force non conservative. Lorsqu'une force est conservative, eh bien le travail de cette force est indépendant du chemin suivi entre le point A et le point B. Ça veut dire que si entre le point A et le point B, je parcours différents chemins, le travail ne changera pas. Il ne dépend que de la position A et B. Une force non conservative à l'inverse, eh bien, son travail va dépendre du chemin suivi entre le point A et le point B. Si j'exerce la même force entre le point A et le point B, mais que j'emprunte deux chemins différents, le travail ne sera pas le même. Alors rappelons ce qu'est le travail d'une force. Le travail d'une force est l'énergie transmise par la force appliquée par le système. L'énergie transmise se trouve sous forme d'énergie cinétique. Cela signifie que si je fais varier l'énergie cinétique, je ferai forcément varier l'énergie potentielle. Alors il faut savoir que le poids est une force conservative alors que les frottements sont des forces non conservatives. Nous avions vu la semaine dernière comment calculer le travail d'une force. Le travail d'une force noté WF entre A et B est égal au produit scalaire de la force et du vecteur déplacement AB. Et du coup, à partir de cette formule, nous en avions déduit la formule du travail des frottements et la formule du travail du poids. Alors ici, nous avions vu que le produit scalaire était égal à la valeur de la force fois la valeur du déplacement fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et bien pour un frottement, les frottements sont toujours opposés au déplacement, soit un cosinus de 180 degrés entre vecteur AB et vecteur F, et cos de 180, nous avions vu que c'était égal à moins 1. Donc vous avez appris par cœur que le travail des frottements est égal à moins la valeur de la force fois AB. Le travail est donc toujours résistant. De la même manière, pour le travail du poids, lorsque nous nous sommes intéressés au cosinus entre du coup le vecteur poids et le déplacement, nous en avons déduit que le travail du poids entre A et B est toujours égal à M fois G fois ZA, c'est-à-dire Z initial moins Z final. Le travail pour le poids peut être soit moteur, soit résistant, soit nul. Alors maintenant, faisons le lien entre variation d'énergie et travail de force. Nous allons nous intéresser à la variation de l'énergie cinétique, à la variation de l'énergie potentielle et à la somme de ces deux variations, puisque la variation de l'énergie cinétique et la variation de l'énergie potentielle est égale à quoi? La variation de l'énergie mécanique entre le point A et le point B. Alors, première chose, le théorème de l'énergie cinétique que nous avons déjà vu, qui est à connaître par cœur, la variation de l'énergie cinétique entre le point A et le point B est égale à la somme de tous les travaux des forces qui s'appliquent sur le système, c'est-à-dire les travaux des forces conservatives et les travaux des forces non conservatives. Alors, force conservative, je noterai ça FC. Force non conservative, je noterai ça FNC. Nous avions vu au collège que l'énergie cinétique dépendait de la
vitesse au carré, eh bien l'énergie cinétique est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré au point d'étude du système. Du coup, la variation de l'énergie cinétique entre le point A et le point B, c'est la différence d'énergie entre le point A et le point B, soit 1/2 fois la masse fois V final, donc VB au carré, moins V initial, donc VA au carré. Alors que pour l'énergie cinétique, on s'intéresse à toutes les forces, pour la variation de l'énergie potentielle, on ne s'intéressera qu'au travail des forces conservatives. À apprendre aussi par cœur, la variation de l'énergie potentielle entre le point A et le point B est égale à moins la somme de tous les travaux des forces conservatives qui s'appliquent sur le système. Alors, exemple de force conservative, je le rappelle, le poids ou la réaction du support. Alors, la réaction du support, sa particularité, c'est que cette réaction est toujours perpendiculaire au déplacement. Ça veut dire que cosinus de 90 étant égal à 0, le travail du support ne nous intéressera jamais, puisque du coup, son travail sera toujours nul. Donc, très souvent, on va parler de variation d'énergie potentielle de pesanteur, puisque la variation d'énergie potentielle ne dépendra que du travail du poids, donc moins le travail du poids. Et lorsque l'on fait l'application du cours, on se rend compte que lorsqu'on fait moins le travail du poids, eh bien la variation d'énergie potentielle est égale à M fois G fois Z final moins Z initial, c'est-à-dire ZB moins ZA. On se retrouve bien avec une formule que vous aviez vue au collège aussi, qui dit que l'énergie potentielle ne dépend que de l'altitude du système, avec l'énergie potentielle qui est égale à M fois G fois Z, Z étant l'altitude. Donc on a bien une variation d'énergie potentielle qui est égale à M fois G fois Z final moins Z initial. Alors, si je résume, la variation de l'énergie cinétique dépend de la somme des travaux de toutes les forces, conservatives et non conservatives. La variation de l'énergie potentielle ne dépend que des travaux des forces conservatives, le poids. Alors, du coup, la variation de l'énergie mécanique ne va dépendre cette fois-ci que des travaux des forces non conservative. La variation de l'énergie mécanique entre le point A et le point B, c'est-à-dire l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A, est égale à la somme des travaux de toutes les forces, cette fois-ci non conservatives. Exemple de forces non conservatives, les frottements. Donc, je rappelle ici que la variation de l'énergie mécanique est donc égale à la somme de la variation de l'énergie cinétique plus la somme de la variation de l'énergie potentielle. Ce qui fait que si je n'ai aucune force non conservative, je n'ai pas de frottement, eh bien l'énergie mécanique se conserve. Donc la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Donc la variation de l'énergie cinétique est égale à moins la variation de l'énergie potentielle. On se retrouve du coup avec la somme des travaux de toutes les forces n'étant que des forces ici conservatives. Alors prenons un exemple concret avec du coup l'étude du mouvement des oscillations d'un pendule. Donc du coup ici, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le pendule? Nous avons le poids, puis la traction du fil, puis je vais étudier deux cas. Le cas où je ne prends pas en compte les frottements de l'air qui s'opposeraient au mouvement, et le cas où je prends en compte les frottements de l'air. Alors nous savons que la variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux de toutes les forces non conservatives. Donc quand vous faites le bilan des forces, il faut savoir quelles sont les forces conservatives et quelles sont les forces non conservatives. Alors nous l'avons vu, le poids est une force conservative, les frottements sont des forces non conservatives. Eh bien la tension d'un câble, il faut le savoir, est aussi une force non
conservative. Cependant ici, forcément, la tension du câble sera toujours perpendiculaire au déplacement du pendule, puisque le déplacement suit la tangente de l'arc de cercle. Du coup, qui dit angle droit dit cosinus de 90 degrés, cela signifie qu'ici, le travail de la tension sera nul, donc, la tension du fil ici est une force non conservative, mais qui ne travaille pas. Donc, on ne la prend pas en compte. Alors, on rappelle que l'énergie du coup mécanique est égale à la somme de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Cela signifie que lorsque l'énergie potentielle diminue, eh bien, forcément, l'énergie cinétique augmente. Eh bien, cela signifie que lorsque du coup le pendule perd en altitude, il gagne en vitesse. Ça veut dire qu'à sa position d'équilibre, l'altitude étant minimale, la vitesse sera maximale. À l'inverse, lorsque du coup l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique du coup va diminuer. Cela signifie que lorsque le pendule arrive à l'altitude maximale, j'atteins la vitesse minimale, c'est-à-dire une vitesse nulle. Lorsque je ne prends pas en compte les frottements, je me rends compte que j'ai aucune force non conservative qui travaille sur le système. Cela signifie qu'à chaque fois que j'additionne énergie cinétique et énergie potentielle, je me retrouve avec une énergie mécanique qui est constante au cours du temps. Normal, sa variation de l'énergie mécanique sera nulle. Alors qu'ici, si je prends en compte les frottements, on se rend compte qu'au cours du temps, l'énergie mécanique diminue. Eh bien, c'est normal, nous avions vu la semaine dernière que lorsqu'une force est non conservative, eh bien, l'énergie transmise par cette force n'est pas que sous forme cinétique, elle est aussi sous forme d'une énergie de chaleur. Donc, au cours du temps, je perds de l'énergie mécanique. La totalité de l'énergie potentielle n'est pas convertie en énergie cinétique. J'ai des pertes d'énergie.